Nouveau revers pour la Pologne, la justice européenne confirme que la réforme judiciaire du gouvernement ultra-conservateur est contraire aux droits de l'Union. Twitter choisit la confrontation selon la Commission européenne qui regrette le départ du réseau social du Code européen de bonnes pratiques contre la désinformation en ligne. Le transport aérien international a retrouvé ses performances d'avant la crise du Covid. Cette année, près de 4,35 milliards de personnes ont pris l'avion. C'est une défaite pour la Pologne. La Cour de justice de l'Union européenne estime que la réforme judiciaire décidée par Varsovie est contraire aux droits européens. Les juges basés à Luxembourg font ainsi droit à la Commission européenne qui dénonçait la révision décidée en 2019 par le gouvernement ultra-conservateur polonais. L'institution accusait les autorités polonaises de restreindre l'indépendance des juges et de porter atteinte à la séparation des pouvoirs. La Cour de justice de l'Union a rendu ces derniers mois plusieurs arrêts en ce sens. La décision prise lundi met ainsi un terme à l'astreinte quotidienne décidée il y a 2 ans contre la Pologne, mais Varsovie devra payer le montant dû. La Commission dispose toujours d'un moyen de pression politique puisque l'Union n'a pas encore débloqué les milliards d'euros prévus pour la Pologne dans le cadre du plan de relance post-pandémie. Pour sa part, le ministre polonais de la Justice dénonce une décision prise par une cour qu'il qualifie de corrompue. I think this is a win for the European Commission because the court agreed it on all of its counts. But in sports terms, this feels like one of those final matches in a season that aren't that much important to the final outcome because the real big match, the one about the recovery fund, is happening elsewhere. La décision de la Cour n'est pas la seule difficulté pour le gouvernement polonais. Des milliers de personnes se sont retrouvées pendant le week-end à Varsovie pour l'un des plus grands rassemblements depuis la chute du communisme. Les manifestants ont fait part de leur colère à propos de l'inflation, du coût de la vie, des droits des femmes et des personnes LGBT. Des inquiétudes se sont aussi exprimées à propos d'une nouvelle loi qui pourrait porter atteinte à la démocratie en Pologne. Le texte, critiqué par l'Union européenne et les États-Unis, crée une commission chargée d'enquête sur l'influence de la Russie dans le monde politique polonais et qui aurait le pouvoir d'interdire à des personnes d'assumer des fonctions publiques pendant 10 ans. Le hurlement des sirènes retentit à nouveau dans les rues de Kiev. Les habitants se précipitent dans les abris anti-atomiques, mais dans les zones résidentielles à la périphérie de la capitale ukrainienne, ceux-ci se font rares. Pour Ranva et sa famille, qui ne savent pas où se cacher, la nuit sera longue. We have 2 walls, so if windows will be heated, we will be protected from the glass here. If it will be some ballistic and rockets, it's fatality. Malgré la multiplication des attaques russes, les habitants de Kiev s'efforcent de maintenir un train de vie normal. Mais la semaine dernière, un bombardement a fait 3 morts, dont une mère et son enfant, piégés dehors car le refuge le plus proche était fermé. Un drame qui a suscité des critiques envers les autorités locales, car selon les inspections récentes, près d'un quart des abris anti-aériens de la ville sont verrouillés ou inutilisables. Russia's defense ministry has claimed that Kyiv has launched a major attack in the southern Donetsk region using tank and mechanical units. Now, Ukrainian armed forces say that they have no information on large-scale offensive in Donetsk region. On Sunday, Kyiv urged silence about any plans to reclaim territory that Russia has seized in the 15-month full-scale invasion. The Institute for the Study of War says Ukrainian forces conducted local ground attacks and reportedly made limited tactical gains in western Donetsk region and eastern Zaporizhia region on the 4th of June. Geolocated footage posted on Sunday shows that mechanized Ukrainian forces made limited advances northeast of Rivnopil. Russian news bloggers claim that Ukrainian forces attacked in this direction and captured Novodarivka and Neskuchne. These are the settlements at the border between Donetsk and Zaporizhia regions. Some Russian news bloggers claim that Ukrainian forces broke through the first line of Russian defenses and advanced from 500 meters to 3 kilometers in this area. A Russian-appointed official in occupied part of Zaporizhia region told Russian state media that Ukrainian troops are attempting to break the defense line here to reach the Azov Sea coast.
Wagner Group leader Yevgeny Prigozhin claimed on the 4th of June that Ukrainian forces may have regained positions in southwestern Bakhmut, supporting repeated Ukrainian reports that the Ukrainian forces maintain positions on the southwestern outskirts of the city. On Monday, he said that Ukrainian forces had retaken part of the settlement of Berhivka north of Bakhmut, calling it, quote, a disgrace. Ukrainian officials have continuously reported that Ukrainian forces maintain positions in outskirts of Bakhmut since the 20th of May, when Prigozhin claimed that Wagner forces seized the entirety of the city. La guerre de l'information est en première ligne. Depuis l'invasion de l'Ukraine, les pays voisins de la Russie sont en alerte. Certains dirigeants pointent du doigt la propagande russe, tandis que les analystes dénoncent la promotion des thèses pro-russes par les forces politiques locales. Le gouvernement géorgien, par exemple, est accusé de servir les intérêts de Moscou. When the Georgian Dream government repeats lines that are clearly anti-Western, so insulting American officials, insulting European Union officials on a regular basis, saying that America is trying to draw Georgia into the war. These narratives, very few people believe them, but some have started to believe them. La Russie qui, en fait, non pas essaie de convaincre les Géorgiens, mais en fait travaille avec le leadership, en quelque sorte. C'est exactement ce qui est en train de se passer en ce moment. Il faut vraiment suivre ce qui se passe en Géorgie. On risque de connaître des semaines et des mois à venir agités, tendus. La Moldavie fait face au même problème. Des responsables politiques se plaignent de la propagande russe. Le pays est divisé depuis des décennies entre les partisans de l'Union européenne et les pro-russes. The biggest threat from the standpoint of the current Moldovan government is a comeback of the old kleptocratic, oligarchic and Russia-oriented political forces to power. And I think this is the biggest issue, in the sense that they use or instrumentalize these Russian narratives to further their own domestic political agenda. La présidente moldave Maia Sandu propose la création d'un centre national du patriotisme pour contrer la désinformation. Elle accuse la Russie d'aider à préparer un coup d'État et de déstabiliser le pays. Mais Moscou nie toute ingérence. Un bataillon turc est arrivé au Kosovo pour renforcer le contingent de la KFOR, la force de l'OTAN dans la région, après les violents affrontements qui ont éclaté dans le nord du pays. Outre plusieurs centaines d'hommes, Ankara a transféré du matériel pour venir appuyer un contingent international composé jusqu'à présent de quelques 3800 soldats, des renforts salués samedi par le chef de l'OTAN. La semaine dernière, une trentaine de soldats de la KFOR avaient été blessés dans des heurts survenus dans le nord du Kosovo, où la communauté serbe majoritaire demande le départ de maires albanais qu'elle n'estime pas légitimes. Ces édiles ont été élus en avril lors d'élections locales boycottées par les Serbes. Depuis, Belgrade et Pristina se rejettent la responsabilité de ces violences. L'Union européenne et les États-Unis ont appelé à la désescalade. La Serbie n'a jamais reconnu l'indépendance en 2008 du Kosovo, son ancienne province. Les récentes tentatives de dialogue menées sous l'égide de Bruxelles sont restées pour l'heure infructueuses. La Commission européenne accuse Twitter de choisir la confrontation. Le réseau social a décidé de quitter le Code européen des bonnes pratiques contre la désinformation en ligne. Ce corpus volontaire de mesures à suivre, lancé en 2018, compte une quarantaine d'entreprises signataires. Twitter est la première de cette envergure à avoir décidé de se retirer. Pour la vice-présidente de l'institution européenne, c'est une mauvaise décision. We believe this is a mistake of Twitter. Twitter has chosen the hard way. They chose confrontation. This was noticed very much in the Commission, and I know the code is voluntary, but make no mistake, by leaving the code, Twitter has attracted a lot of attention, and its actions and compliance with EU law will be scrutinized vigorously and urgently. Depuis le rachat de Twitter il y a 6 mois par le milliardaire Elon Musk, le réseau social s'est engagé dans un vaste plan de réforme, dont le départ du Code des bonnes pratiques.
Cette décision signifie que l'entreprise américaine ne participera pas au dispositif volontaire de labellisation des contenus d'intelligence artificielle générative annoncé lundi par la Commission européenne. L'objectif est d'aider les utilisateurs en ligne à identifier les produits issus de l'IA afin de lutter contre la désinformation. I said many times that we have the main task to protect the freedom of speech, but when it comes to the AI production, I don't see any right for the machines to have the freedom of speech. La Commission souhaite que le système de labellisation de l'intelligence artificielle soit opérationnel dès que possible. Le transport aérien international a retrouvé le sourire. 3 ans seulement après la plongée aux abysses du Covid, le secteur a presque retrouvé son niveau de trafic et de chiffre d'affaires d'avant la crise. Un redressement nettement plus rapide que prévu, permis par le retour en force des passagers partout dans le monde. En 2019, juste avant la crise sanitaire, les compagnies aériennes ont transporté près de 4,54 milliards de voyageurs. Un record dont devraient s'approcher les chiffres de cette année, 4,35 milliards selon l'Association du transport aérien international, IATA. Toutes les zones géographiques ne retrouveront toutefois pas les mêmes bénéfices cette année. Contrairement aux transporteurs nord-américains, européens et moyen-orientaux qui évolueront largement dans le vert, les compagnies asiatiques, africaines et sud-américaines risquent de rencontrer des problèmes financiers cette année encore. Mais le secteur reste optimiste, notamment à cause de la levée des restrictions anti-Covid en Chine fin 2022.